Kazuhiro est un salaryman raté capable de faire des rêves d'isekai réalistes dès qu'il s'endort. Pourtant, sa vie ennuyeuse bascule quand il ramène accidentellement une elfe canon du monde fantastique. Désormais, elle doit vivre avec lui alors qu'il tente tout pour la séduire. Le jour où c'est arrivé, Kazuhiro est rentré de son boulot de bureau barbant et s'est tout de suite couché pour la nuit. À peine endormi, il s'est réveillé dans une forêt. Apparemment, depuis gamin, chaque fois qu'il dort, il fait des rêves réalistes où il vit dans un isekai. Ce jour-là, alors qu'il se lavait près de la rivière, une elfe canon nommée Marie est venue le chercher. Après avoir discuté un peu, il l'a invitée à explorer les ruines voisines. Marie a d'abord refusé son idée de rencard pourri, mais quand il a promis de partager son déjeuner, la gourmande en elle a craqué. En chemin, Marie mentionne qu'ils ne sauront jamais ce qui est arrivé à la cité antique pour qu'elle finisse en ruine. Mais Kazuhiro se moquait du mystère, disant que tout ce qui comptait était de passer ses journées avec elle, la faisant rougir devant tant de charme. Bientôt, ils arrivèrent aux ruines et en explorant la partie intacte de la vieille ville, ils trouvèrent un passage vers une zone inexplorée. La pièce était si sombre que Marie a lancé un sort de vision nocturne sur Kazuhiro. Presque aussitôt, il repéra un dragon endormi et fut émerveillé. Mais Marie l'a prévenu d'être prudent, jacassant sur le fait que c'était un archidragon antique, un monstre au pouvoir incommensurable qu'on ne voit que tous les 1000 ans. Tout en jacassant, elle s'est penchée vers Kazuhiro, le distrayant avec ses atouts. Quand elle a remarqué qu'il ne l'écoutait pas, elle s'est tellement énervée qu'elle lui a crié dessus, réveillant accidentellement le dragon endormi. Kazuhiro lui a dit de se calmer puisqu'il pouvait quitter la pièce à tout moment. Cependant, le dragon s'est vite levé et a déchaîné des flammes magiques sur Kazuhiro et Marie, qui se serraient l'un contre l'autre. L'instant d'après, Kazuhiro s'est réveillé dans son lit, se rappelant que chaque fois qu'il meurt dans ses rêves, il se réveille pour un nouveau jour. Pourtant, il y avait quelque chose de très différent cette fois, car il s'est réveillé avec une Marie toute nue dormant dans son lit. Il a tout de suite paniqué, réalisant que ses rêves d'isekai n'étaient peut-être pas des rêves. Quand Marie s'est enfin réveillée, elle a regardé Kazuhiro avec confusion car il avait l'air différent. Mais elle a soudain réalisé qu'elle était en tenue d'Ève, alors elle s'est mise à hurler et à l'insulter pour avoir maté ses charmes. Kazuhiro a essayé de se défendre, mais Marie l'a coupé et a crié pour qu'il lui apporte des vêtements. Il s'est précipité pour lui chercher des habits et à son retour, il a trouvé Marie qui regardait par la fenêtre. Il s'inquiétait du choc qu'elle devait ressentir après avoir été téléportée dans un autre monde, mais elle s'est vite mise à jacasser joyeusement sur le développement et l'étrangeté de la ville. Kazuhiro a décidé de lui faire visiter la ville, alors elle l'a serré dans ses bras de bonheur. Finalement, elle s'est dépêchée d'aller s'habiller, laissant à Kazuhiro le temps de réfléchir à tout ça. Au final, il a conclu que ce monde onirique était sans doute une autre réalité, et qu'il avait ramené Marie avec lui quand le dragon les a brûlés. C'est alors qu'une Marie excitée est revenue, plus belle que jamais, alors Kazuhiro l'a complimentée, ce qui l'a rendue encore plus heureuse. En discutant, elle a reconnu ses yeux ensommeillés caractéristiques et a fini par accepter qu'il était bien son Kazuhiro. Au moment de partir, Kazuhiro a donné un bonnet à Marie pour cacher ses oreilles, expliquant qu'il ne voulait pas qu'elle attire l'attention. Plus tard, en voiture, la jeune fille s'est agrippée à la ceinture comme si sa vie en dépendait, car les voitures étaient apparemment plus effrayantes que les monstres. Plus tard au restaurant, après que Kazuhiro a commandé pour eux deux, Marie lui a demandé d'expliquer ce qui se passait dans ce multivers de la folie, car son dernier souvenir remontait au moment où le dragon leur avait grillé les fesses. Kazuhiro a admis qu'il n'y comprenait pas grand-chose non plus. Cependant, il a commencé par révéler qu'il venait toujours dans son monde quand il dormait. Il avait toujours supposé qu'il rêvait, mais maintenant qu'elle était assise devant lui, il a réalisé que ce n'était pas un rêve, et que Truck-kun n'était pas le seul à pouvoir isekai les gens. Lorsqu'il a mentionné qu'il retournait parfois dans son monde réel après être mort, Marie s'est inquiétée d'être morte puisqu'elle n'avait pas le code de triche de Kazuhiro. Kazuhiro l'a assuré qu'elle n'était pas morte et a ajouté qu'elle retournerait probablement dans son monde si elle dormait. Il expliquait encore pourquoi son apparence et son âge changeaient quand leur nourriture est arrivée, arrêtant toute discussion pour s'y concentrer. Après leur repas, Kazuhiro a emmené Marie voir les cerisiers en fleurs et elle était en admiration. Elle a également révélé que de nombreux esprits inconnus étaient à présent, incitant Kazuhiro à scruter la zone. Cependant, il s'est reconcentré sur elle et lui a officiellement souhaité la bienvenue au Japon, ce qui l'a rendue heureuse. Ils passent ensuite le reste de la journée à contempler les paysages magnifiques. Et lorsque la nuit tombe enfin, l'émerveillement de Marie redouble de plus belle. Elle demande alors à Kazuhiro si son monde serait tout aussi splendide en l'absence de monstres. Et il lui avoue qu'il n'en a absolument aucune idée, car si les monstres venaient à disparaître, les êtres humains commenceraient très probablement à se battre entre eux, tout comme cela se passe déjà dans son propre monde. Curieuse, Marie a demandé ce qui se passerait si elle ne pouvait pas retourner dans son monde et Kazuhiro a suggéré qu'elle campe à sa base avec lui pendant qu'ils explorent son monde ensemble. Sa réponse l'a fait bugger pendant 3 bonnes secondes avant qu'elle n'accepte, mais Kazuhiro a décidé qu'il essaierait quand même de la renvoyer dans son monde malgré tout.
De retour à la maison, Kazuhiro lui demande si elle veut prendre un bain, ce qui surprend complètement la jeune fille. Elle ne savait même pas qu'il était possible d'avoir un bain à l'intérieur d'une maison. Alors Kazuhiro décide de lui montrer. Pendant qu'il prépare le bain pour elle, il pose probablement la question la plus gênante de toute sa vie en demandant s'ils pourront encore se revoir si elle retourne dans son monde. Cependant, Marie n'a pas répondu car elle était trop occupée à traiter le bain comme une relique sacrée, ce qu'il a trouvé amusant. Il lui a ensuite donné des senteurs de bain et l'a laissé seule pendant qu'il passait en mode chef célibataire comme toujours. Bientôt, Marie est venue vers lui toute pimpante après son premier bain intérieur, mais tout ce qu'elle voulait, c'était la nourriture à l'odeur délicieuse. Kazuhiro a joyeusement servi le repas, et dès que Marie y a goûté, elle s'est extasiée devant ce plat fait maison qui coûtait moins cher qu'un bento. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle mangeait un tel chef-d'œuvre culinaire, et Kazuhiro l'a assuré qu'il y en aurait d'autres, principalement parce que pour une raison quelconque, son inventaire Isekai avait une politique stricte réservée à la nourriture. Toutes les autres choses qu'il essayait d'apporter dans son monde restaient derrière, et il ne comprenait pas pourquoi. Marie a souligné que s'il y avait des règles concernant ce qu'il pouvait transporter entre les royaumes, cela signifiait qu'il y avait très probablement un maître de jeu invisible qui tirait les ficelles. En analysant davantage la situation, elle a supposé qu'il était probablement en mission, sans le savoir encore. L'idiot s'est demandé s'il s'agissait d'un job de livraison de nourriture, mais Marie lui a dit d'être sérieux et lui a demandé si quelqu'un lui avait déjà demandé quoi que ce soit. Kazuhiro a admis qu'elle était la première personne à qui il mentionnait sa capacité, puisqu'il était convaincu que tout n'était qu'un rêve. Cela l'a incité à demander s'il se souvenait de l'élément déclencheur qui l'avait fait commencer à entrer dans le royaume fantastique. Kazuhiro a dit que non, alors elle a décidé qu'il pourrait tirer les choses au clair une autre fois. Finalement, ils ont fini de dîner et tout en prenant un café, Kazuhiro a dit à Marie qu'il devait élaborer un plan avant d'aller se coucher. Parce qu'une fois réveillés dans le royaume fantastique, ils réapparaîtraient à l'endroit exact où ils ont été rôtis. Ensemble, ils ont imaginé différentes façons d'éviter de devenir le steak saignant du dragon. Marie a ensuite mentionné que certains dragons se transformaient parfois en humains pour pouvoir explorer la ville. Kazuhiro l'a poussé à s'expliquer davantage. Elle lui a donc dit que le dragon s'était rendu une fois dans une ville appelée Osloi, mais personne ne savait pourquoi. En entendant cela, les pièces du puzzle qui avaient été éparpillées dans l'esprit de Kazuhiro se sont enfin mises en place. Il a vite vérifié le frigo, puis a dit à Marie qu'ils avaient trouvé leur arme secrète. Une fois leur plan fini, Marie, à fond dans son délire de soirée pyjama, a demandé à Kazuhiro de la rejoindre au lit. Alors qu'ils se serraient l'un contre l'autre pour tester leur théorie, le puceau faisait tout pour ne pas paniquer de leur proximité. Peu après, Kazuhiro a ouvert les yeux et a vu que Marie était bel et bien revenue avec lui. Le dragon était toujours aussi furieux à leur apparition, mais Kazuhiro lui a tout de suite parlé en langue draconique. Il s'est présenté avec Marie, puis il s'est excusé pour leur intrusion. Il a ensuite offert de la bière au dragon, sachant que la ville où il allait était réputée pour son choix de bière, ce qui l'a tout de suite déridé. Malgré ce pot de vin, le dragon n'avait pas l'intention de les laisser partir. Pour gagner leur liberté, elle a demandé à Kazuhiro d'expliquer comment ils avaient survécu à ces flammes. Aussitôt, Kazuhiro a commencé à déballer toute son histoire d'un seul coup. Après l'avoir écouté, le dragon a décidé de les épargner. Elle leur a aussi montré ses œufs et sur le sol chauffé, la boîte de bento a commencé à tiédir, attirant son attention. Kazuhiro lui a montré la nourriture et elle a aussitôt lancé un sort pour créer un corps humain distinct de sa forme de dragon. Quand elle a réclamé à manger et à boire, ils ont été surpris qu'elle veuille aussi la nourriture, mais le dragon a dit être juste curieuse. Pendant que le duo hésitait à lui donner, le dragon a immédiatement proposé une de ses écailles en guise de paiement. Le repas a ravi le dragon, et Kazuhiro a précisé que la nourriture venait de son propre monde. Il a ensuite dit à Marie que le dragon lui donnerait son écaille pour le repas, ce qui l'a fait paniquer car une écaille de dragon est si précieuse qu'on se fait la guerre pour elle. En se retournant, ils ont vu le dragon bouder devant un bento vide, alors Kazuhiro lui a offert la deuxième boîte. Elle l'a accepté avec joie et a dit qu'elle paierait en offrant nonchalamment un autre objet rare, et Marie a veillé à ce que Kazuhiro le prenne. Finalement, le dragon les a libérés, mais leur a demandé d'apporter 4 bentos lors de leur prochaine visite. En sortant, ils ont réalisé leur gain financier car les deux objets avaient une valeur dépassant l'entendement de Kazuhiro. Quand il a proposé de les vendre, Marie a refusé, car malgré le prix élevé, cela attirerait trop l'attention sur eux. Une fois dehors, ils ont tous deux dit avoir faim et ont prévu d'aller manger. Marie l'a choqué en révélant qu'elle préférait le suivre au Japon, puis lui a demandé de lui apprendre le japonais désormais. De retour au Japon, Marie a commencé à apprendre le japonais en regardant la télé et en écrivant pendant que Kazuhiro travaillait. À son retour, Marie l'a surpris avec une présentation complète en japonais qu'elle avait apparemment apprise en un temps record. Kazuhiro l'a complimentée, disant qu'elle apprendrait sûrement la langue très vite à ce rythme-là. Pendant le dîner, Marie s'est extasiée sur le repas comme d'habitude, puis s'est un peu enivrée avec le vin blanc. En rangeant, Marie, éméchée, s'est soudain souvenu qu'ils étaient riches et a demandé à Kazuhiro où étaient les objets du dragon. Cependant, Kazuhiro a expliqué qu'ils restaient généralement dans l'autre monde, tout comme les vêtements qu'ils portaient.
Cela a poussé Mari à réaffirmer que quelqu'un agissait dans l'ombre et Kazuhiro a dit espérer le découvrir un jour. Quand il lui a demandé où elle voulait aller à leur retour dans son monde, Mari a dit avoir beaucoup de travail à la guilde des sorciers et ne pas pouvoir s'amuser avec lui même si elle le voulait. Lorsqu'elle a mentionné ses recherches sur les pierres magiques, Kazuhiro lui a demandé si elle en avait déjà vu, mais elle a répondu que personne n'en avait jamais vu. Sur ce, Kazuhiro l'a invité à l'accompagner dans un endroit réputé être une carrière de pierres magiques, et Mari a tout de suite accepté. Ils sont ensuite allés se coucher, et alors qu'ils se câlinaient uniquement pour voyager entre les dimensions, Kazuhiro fixait Mari. Avant de s'endormir, le puceau n'arrêtait pas de se demander s'il était possible qu'elle reste avec lui pendant longtemps. Lorsqu'ils se sont réveillés dans l'autre monde, Kazuhiro a commencé à conduire Mari vers la carrière de pierres magiques, et quand elle a compris où ils allaient, elle a paniqué. L'endroit se trouvait à l'autre bout du pays et c'était un périple d'une semaine pour lequel elle n'avait pas signé. Cependant, Kazuhiro l'a calmé et rassuré, car il possédait une compétence de voyage longue distance qui pouvait raccourcir le trajet. Il a aussi révélé que la compétence avait une limite de poids et l'a prévenu de ne pas trop s'éloigner, car il n'avait jamais voyagé avec quelqu'un d'autre auparavant. Mari s'est donc immédiatement rapprochée de lui et ils sont restés ensemble pour le reste du voyage. Un peu plus tard, ils sont arrivés aux ruines où Kazuhiro a déposé une fleur sur une pierre en guise d'offrande, expliquant que les voyageurs le faisaient habituellement lorsqu'ils atteignaient un site historique. Il a également expliqué que les ruines étaient très actives auparavant, mais que pour une raison inconnue, la mine s'était tarie et personne ne savait pourquoi. Cependant, les gens pouvaient encore sentir la puissance dans le sol car les pierres magiques ne s'estompaient jamais. Il a soudainement arrêté ses explications lorsqu'il a remarqué que la chaleur du désert était en train de cuire Mari toute vive. Kazuhiro s'est immédiatement transformé en un parfait gentleman qui l'a réconforté tout en la conduisant vers une oasis voisine. Mais Mari continuait de se plaindre, disant qu'elle essayait de ne pas le détester de l'avoir emmené là-bas. Kazuhiro s'en voulait car il ne savait pas qu'elle était si sensible à la chaleur et il se demandait si elle survivrait à l'été japonais. Pendant ce temps, quelque part dans une pièce sombre, un triste garçon-chat était enchaîné avec une pierre magique entre les mains. De retour à l'extérieur, Mari et Kazuhiro ont vu de vieilles structures abandonnées sur la montagne, ce qui a poussé Mari à demander à Kazuhiro s'il était sûr qu'il trouverait des pierres magiques. Il a admis que personne n'avait trouvé de pierres magiques depuis un moment, mais il espérait qu'il trouverait quelque chose et a suggéré de passer quelques nuits à explorer les ruines. Mari a immédiatement refusé à cause de la chaleur, et Kazuhiro ne pouvait pas lui en vouloir. Bientôt, ils sont arrivés à l'oasis et la jauge de survie de Mari a commencé à se remplir, alors ils ont décidé de déjeuner là. Pendant qu'ils mangeaient, Mari a complimenté la compétence de train de Kazuhiro et elle lui a demandé quelles autres compétences il possédait. Il a proposé de lui montrer son écran de statut mais a demandé qu'elle lui montre le sien en retour. Lorsqu'ils ont montré leurs écrans, Mari a été choquée de voir que son niveau était plus élevé que tout ce qu'elle avait jamais vu. Elle a ensuite expliqué que le sien n'était pas élevé car elle apprenait deux choses à la fois, ce qui rendait la montée de niveau plus difficile. Malgré cela, Kazuhiro a noté que bien que son niveau soit bas, son titre seul était assez rare pour s'en vanter, puisqu'elle était l'une des seules sorcières spirituelles nommées. Mari, de son côté, a remarqué la compétence d'épéiste illusoire sur son écran et a demandé ce que cela signifiait. Il lui a dit que c'était comme un escroc, ce qui l'a fait rire et elle a dit qu'elle s'attendait à ce que ce soit plutôt du combat en dormant, vu l'air endormi qu'il a toujours. Pendant ce temps, dans la pièce sombre où se trouvait le demi-humain, deux hommes parlaient de Kazuhiro et de Mari. Ils semblaient avoir un plan pour les donner en pâture aux monstres. Ils ont ensuite décidé de donner au demi-humain emprisonné juste assez d'eau pour qu'il reste en vie. À l'extérieur, Mari et Kazuhiro parlaient toujours de leurs compétences. Lorsqu'il lui a demandé de lui en dire un peu plus sur sa sorcellerie spéciale, elle a expliqué que les sorciers lancent des sorts avec une baguette, mais que la magie des esprits utilise un esprit contracté pour libérer son pouvoir. Pour faire une démonstration, elle a invoqué un esprit de lézard de feu, lui a donné de la magie, puis a dit à Kazuhiro qu'avec ça, elle n'avait pas besoin de ces incantations longues et ennuyeuses qui renvoyaient le lanceur au point de départ avant même d'avoir fini de lancer le sort. Alors qu'elle parlait, une bête géante a surgi de l'eau, ce qui l'a effrayée. Mais Kazuhiro s'est immédiatement déchaîné sur elle façon Minato. Malheureusement, d'autres bêtes sont sorties, alors il a commencé à les combattre toutes à la fois. Pendant ce temps, deux hommes dans une pièce sombre regardaient Kazuhiro vaincre les bêtes, et ils étaient choqués par son talent. Leur chef s'est alors approché et a utilisé ses yeux magiques pour voir à travers le sac de Kazuhiro. Quand il a vu les trésors du dragon, il a immédiatement décidé qu'il les voulait pour lui. Ses sbires étaient alarmés car Kazuhiro semblait avoir un niveau de compétence bien plus élevé. Cependant, le chef leur a dit de ne pas s'inquiéter car ils avaient un atout, qui était apparemment le garçon-chat. Le garçon-chat avait peur, mais le chef a menacé de l'affamer et de lui infliger le pire sort possible s'il refusait. Ensuite, il l'a jeté au sol et lui a ordonné de commencer son travail immédiatement. Ignorant ce qui se passait, Kazuhiro et Mari étaient toujours dehors à combattre les bêtes de taille moyenne. Kazuhiro a suggéré qu'ils retournent sur les hauteurs pour leur sécurité.
Et une fois terminé, ils se sont félicités mutuellement pour le travail accompli. Juste avant de partir, Kazuhiro a soudainement senti une présence. En levant les yeux, ils ont vu le garçon-chat brandir la pierre magique au loin. Puis le sol s'est mis à trembler et une créature digne de l'attaque des titans a surgi de terre. Kazuhiro a tout de suite paniqué car aucune de ses compétences n'était utilisable à ce moment-là. Il a donc serré Mari fort et s'est tourné vers le monstre, le laissant les renvoyer brutalement à la réalité. De retour dans le monde réel, le duo a réapparu dans son lit, le traumatisme encore bien présent. Cependant, Kazuhiro était si heureux d'avoir survécu qu'il a instinctivement pris Mari dans ses bras. Quand il a réalisé ce qu'il faisait, il s'est excusé, puis a fait chauffer du lait pour qu'ils en boivent tous les deux. Une fois calmé, Kazuhiro a révélé qu'il sentait d'autres personnes dans les ruines et soupçonnait que c'était des bandits. Il a ajouté qu'ils cherchaient sûrement leur corps et leur sac, alors Mari s'est demandé si le garçon bête était avec eux. Kazuhiro ne le pensait pas et a noté que le garçon semblait effrayé. Mari en a déduit qu'il était aussi une victime. C'est alors qu'elle a réalisé qu'il faisait déjà jour et a dit à Kazuhiro de se préparer pour le travail. Mais il lui a dit qu'il n'avait pas à y aller car c'était samedi, ajoutant qu'il ferait ce qu'elle voulait ce week-end. En sortant ce soir-là, Mari a révélé que même si la rivière était propre, les esprits de l'eau ne semblaient pas heureux. Kazuhiro lui a alors expliqué qu'il y avait eu des inondations et qu'ils en gardaient probablement l'énergie. Il a demandé ce que disaient les esprits. Elle a avoué ne pouvoir que les ressentir, ce qui n'arrivait pas chez elle. Kazuhiro a alors plaisanté en disant qu'elle était encore novice dans son monde et qu'elle devait vite monter de niveau. En continuant leur marche, Mari a vu un chat et a immédiatement voulu jouer avec lui. Le chat lui a léché la main et Kazuhiro lui a appris à savoir si le chat voulait jouer ou s'il allait la griffer. Elle était fascinée par le chat et ses réactions l'ont fait rire. Ensuite, ils sont allés à la bibliothèque et Mari fut choquée par la luminosité car les livres craignent le soleil chez elle. Kazuhiro l'a dirigée vers le rayon des livres pour enfants et elle s'est immédiatement sentie offensée, pensant qu'il la traitait vraiment comme une gamine. Cependant, il a affirmé qu'il voulait simplement lui montrer un livre particulier qui pourrait l'intéresser. Mari l'a alors suivi à contre-cœur, mais son humeur a changé instantanément en voyant le livre. C'était un livre d'images, et toutes les couleurs la fascinaient. Mais quand Kazuhiro lui a demandé si elle voulait le lire, elle a refusé, car elle ne savait pas encore lire le japonais. Kazuhiro a tout de suite proposé de lui faire la lecture et lui a dit de choisir le livre qu'elle voulait. Il a attendu patiemment qu'elle choisisse ses livres, puis ils sont allés au comptoir pour les emprunter. Kazuhiro a reconnu la bibliothécaire Intello, alors il a présenté Mari comme une parente de l'étranger. La bibliothécaire s'est présentée sous le nom d'Ichiju, et quand elle a demandé son nom à Mari, Kazuhiro y a vu l'occasion idéale pour elle de pratiquer son japonais. Mari a fait de son mieux, et Ichiju a ajouté un shan à la fin de son nom, ce qui l'a dérouté. Kazuhiro a expliqué à Mari que ce suffixe s'utilise pour quelqu'un de jeune et mignon, et quand elle a répondu à Ichiju, le niveau de mignonnerie a soudainement explosé. Kazuhiro a convenu avec elle que Mari était adorable, et Ichiju l'a soudainement accusée de souiller son innocence. Il était outré qu'elle puisse penser ça, mais elle a continué à déformer ses propos jusqu'à ce qu'il admette qu'il ne lui ferait jamais de mal, car il ne voulait pas qu'elle le déteste. Ses paroles l'ont enfin satisfaite, et quand il a donné sa nouvelle adresse, elle a été choquée de découvrir qu'il vivait dans le même immeuble qu'elle. Elle les a ensuite invités à déjeuner chez elle, et quand ils ont accepté, elle a avoué qu'elle voulait juste se rapprocher de Mari. Mari était honorée et Kazuhiro était heureux qu'elle se soit fait une nouvelle amie. Plus tard, à la maison, Kazuhiro rangeait quand Mari l'a approché avec un disque d'animé qu'elle avait trouvé. Comme elle était un peu perplexe, il l'a aidé à l'allumer et lui a expliqué ce qu'était l'animation. Quand le repas fut prêt, il le lui a apporté pour qu'il mange devant l'écran et Mari a voulu recommencer l'épisode pour qu'il lui explique tout en regardant. Kazuhiro a éteint les lumières et lui a dit que ça faisait partie de l'expérience cinématographique. Et pendant qu'il regardait, il a remarqué que la maison de son grand-père ressemblait un peu à celle de l'écran. Mari était ravie et elle a dit qu'elle adorerait voir cet endroit s'il ressemblait vraiment à ça. Kazuhiro allait bientôt avoir quelques jours de congé, alors il a proposé d'y emmener Mari et elle a accepté tout de suite. Ils ont continué à regarder le film ensemble et quand il s'est terminé, Mari lui a sauté dessus de joie en disant qu'elle avait hâte d'en voir plus. Kazuhiro lui a dit qu'elle pourrait en voir plus et apprécier plus de choses si elle apprenait mieux le japonais. Et elle s'est rapprochée pour lui demander si elle pouvait le regarder à nouveau depuis le début. Sa soudaine proximité a troublé Kazuhiro, alors il a décidé de laisser tomber l'occasion et a couru à la cuisine pour préparer le dîner. Pendant qu'il faisait cela, il a soudainement ressenti une secousse. Il était choqué qu'il n'y ait aucune nouvelle en ligne, mais au moment où il décidait d'oublier ça, Mari est sortie de la chambre et l'a agrippé dans le plus simple appareil. Kazuhiro a fait de son mieux pour lui expliquer tout en évitant de la regarder, et il l'a supplié de s'habiller. Quand Mari a réalisé sa position, elle lui a crié de fermer les yeux avant de courir dans la chambre pour mettre ses vêtements.
Quand elle est revenue quelques minutes plus tard, elle s'est excusée de l'avoir traumatisé, mais il a dit que c'était lui qui était désolé de ne pas l'avoir prévenu de la situation. Alors qu'ils s'asseyaient pour manger, Marie a soudainement réalisé qu'ils apparaîtraient au même endroit une fois de retour dans le monde fantastique. Kazuhiro lui a dit qu'il changeait parfois d'endroit en y retournant, mais qu'il était probable qu'ils s'y retrouvent encore. Marie n'était pas prête à jouer avec sa vie, alors elle lui a fait admettre qu'il serait toujours en danger même s'il pouvait se réveiller ici. Pour dissiper ses doutes, Kazuhiro lui a rappelé que sa compétence de voyage longue distance pouvait être réactivée. Bien qu'ils aient les moyens de s'échapper, il ne pouvait s'empêcher de penser au garçon qui avait invoqué la bête. Il lui a donc demandé s'il pouvait d'abord sauver le garçon. Marie a tout de suite accepté, mais a ajouté que le garçon était peut-être un homme-chat, car selon de vieux écrits, il savait manier les pierres magiques. Après avoir discuté, ils sont allés se coucher et Kazuhiro lui a lu un des livres empruntés à la bibliothèque jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis, il s'est endormi lui aussi. Autrefois, dans une maison souterraine, un vieil homme-chat racontait à un jeune garçon-chat l'histoire de leur peuple. Il lui a aussi montré une pierre qui s'est mise à briller dès que le garçon l'a touchée. Le vieil homme lui a dit que la pierre l'avait choisi et que sa famille avait toujours eu le pouvoir de manipuler les pierres magiques. Mais malgré cette bénédiction, c'est à cause de cette pierre que son village a été détruit. Dans le présent, le jeune garçon-chat pleurait en se remémorant l'histoire que le vieil homme lui avait racontée. Le lendemain matin, Marie et Kazuhiro ont décidé de mettre leur plan à exécution. Ils allaient sauver le garçon-chat des bandits et s'enfuir grâce à sa compétence de voyage longue distance. Marie a immédiatement utilisé sa magie pour devenir invisible. Kazuhiro lui a souhaité bonne chance avant qu'ils ne se séparent. Grâce à sa compétence, Kazuhiro a atteint l'un des bâtiments et a cherché s'il pouvait détecter le garçon-chat. Ce faisant, il s'est rappelé le plan qu'ils avaient élaboré au Japon. Ils avaient pris la décision de localiser le garçon en premier lieu, mais surtout, avant toute chose, ils devaient absolument retrouver les bandits. Ils savaient en effet que ces derniers forceraient le jeune garçon à invoquer une nouvelle bête s'il ne les interceptait pas assez rapidement. De retour dans les ruines, Kazuhiro cherchait les bandits, et dès qu'il les a vus, il a prévenu Marie. Elle a confirmé qu'elle était prête et qu'elle avait 10 lézards de feu prêts à attaquer. Même si elle a douté un instant, Kazuhiro l'a rassurée et elle a immédiatement commencé à distraire les bandits. Kazuhiro a continué à chercher le garçon, et dès qu'il a vu la bête, il a informé Marie que le monstre arrivait. Marie a continué à combattre le monstre sous les yeux de Kazuhiro qui, de loin, la félicitait même si elle ne l'entendait pas. Il a dit que sa compétence était plus forte que prévu, ce qui était une bonne chose. Puis il s'est rappelé que son mana ne durerait pas longtemps, alors il a décidé de se dépêcher de rejoindre le garçon. Pendant ce temps, le garçon suppliait qu'on le sauve, mais quand Kazuhiro est apparu, il a eu peur, pensant qu'il venait se venger parce qu'il était humain. Voyant les chaînes, Kazuhiro a assuré au garçon dans sa langue qu'il n'était pas un ennemi, ce qui l'a choqué. Kazuhiro lui a demandé ce qui lui était arrivé, et le garçon a dit qu'il venait d'une tribu faible et vivait caché avec son grand-père, car il craignait que les humains ne leur fassent du mal. Hélas, les humains sont venus un jour et l'ont capturé après avoir neutralisé son grand-père. Après ces explications, le garçon a supplié Kazuhiro de le sauver, car il en avait assez d'invoquer des monstres pour blesser les gens. Soudain, les bandits et leur chef sont arrivés et ont reconnu Kazuhiro de la veille. Le chef a démasqué l'atout de Kazuhiro et a dit avoir enfin compris comment il s'était échappé la veille. Cependant, Kazuhiro l'a ignoré et a exigé qu'il retire immédiatement les chaînes du garçon. Amusé, le bandit a accepté de libérer le garçon seulement si Kazuhiro lui remettait son sac d'objets de valeur. N'étant pas le genre de protagoniste stupide, Kazuhiro a dénoncé sa piètre tentative de manipulation et a aussitôt utilisé sa compétence pour libérer le garçon. Le bandit était vraiment impressionné par ses compétences, mais il a quand même menacé le garçon de le transformer en repas d'hier s'il ne revenait pas pour redevenir son esclave. Après avoir murmuré quelque chose au garçon, Kazuhiro a soudainement attaqué tous les bandits à la fois. Les bandits ont riposté et ont commencé à le submerger, mais Kazuhiro les a déjoués et s'est enfui. Il a ensuite retrouvé l'enfant dans un endroit caché et l'a rassuré sur le fait qu'il irait bien. Cependant, il a dit qu'il devait aller chercher Marie, alors il a expliqué comment ses illusions fonctionnaient. Le garçon s'est présenté sous le nom de Mewi, et après avoir entendu son nom, Kazuhiro a continué à combattre les bandits jusqu'à ce que Marie signale que le monstre était retourné sous terre. Bien que tout semblait se passer comme prévu, Kazuhiro a senti que quelque chose de mal allait arriver, et il avait raison car le chef des bandits a utilisé sa vision à rayon X pour découvrir où Mewi se cachait. Voyant que Marie pourrait avoir des ennuis, Kazuhiro a décidé de sortir de sa cachette. Le chef des bandits a donc tiré sur lui sans se soucier du fait que ses hommes étaient sur le chemin. Alors que Kazuhiro esquivait ses tirs, 2 de ses hommes ont été touchés à sa place. Cependant, il s'en moquait et a révélé que pendant que Kazuhiro ne regardait pas, il avait capturé le garçon-chat et le tenait à nouveau en otage. Il a nargué Kazuhiro, lui disant de lâcher son épée et de se rendre, alors Kazuhiro a obéi.
Mais à ce moment-là, il a utilisé une compétence pour s'enfuir avec le garçon. Alors que lui et le garçon s'échappèrent dans le désert, le bandit leur a crié des insultes et des menaces, mais Kazuhiro n'a pas cessé de courir. Soudain, le monstre est sorti et a englouti tous les bandits, y compris leur chef, d'un seul coup. Il a ensuite tourné son attention vers Kazuhiro et le garçon, poussant ce dernier à pleurer de peur pour sa vie. Bien que Kazuhiro savait qu'il pouvait laisser le monstre le tuer et retourner au Japon, il s'inquiétait pour Mari. Alors, il a décidé qu'il ne choisirait pas la solution de facilité. Alors qu'il se préparait à combattre le monstre, il a remarqué qu'il les fixait simplement en silence. Confus, Kazuhiro s'est demandé à haute voix si le monstre cherchait quelque chose, et le garçon-chat s'est rappelé que son grand-père lui avait parlé d'une vieille légende sur le monstre. L'histoire disait que s'ils déterrèrent la pierre que le monstre protégeait, ils se lèveraient pour la défendre, et depuis le jour où ses ancêtres l'avaient déterrée, ils vivaient leur vie en secret. Après avoir réalisé que le monstre cherchait peut-être simplement la pierre, Kazuhiro a dit au garçon de la remettre au monstre. Le garçon s'est excusé de l'avoir toujours invoqué et lui a donné la précieuse pierre magique. Satisfait, le monstre a poussé un cri et s'est enfoui à nouveau profondément dans la terre. Et en s'enfonçant, il a ouvert un vieux labyrinthe qu'il n'avait jamais vu auparavant. Mari est arrivée à ce moment-là et a demandé ce qui s'était passé, et Kazuhiro lui a dit qu'il n'était pas sûr, mais il lui a montré le vieux donjon. La découverte a échappé à Mari car elle était trop occupée à s'extasier sur la mignonnerie de Miwi. La nuit est tombée, et l'endroit semblait déjà beaucoup plus animé qu'il ne l'était pendant la journée. Un homme en armure a dit à Kazuhiro qu'il s'occuperait désormais de tous les bandits de cette zone, et il l'a également remercié pour le tuyau. Kazuhiro a demandé une protection pour le garçon-chat, et l'homme a promis de s'occuper de l'enfant car le pays était responsable de lui de toute façon. L'homme a également dit qu'il était surpris qu'un jeune garçon ait réellement découvert un immense labyrinthe, car c'était inhabituel. Il a ensuite ajouté qu'il n'était pas sûr que le labyrinthe apporterait un bénéfice énorme au pays ou causerait un grand désastre. Kazuhiro était d'accord avec sa déclaration, mais son cœur battait toujours la chamade face à cette découverte, impatient de voir ce qui l'attendait sous terre. Ailleurs, deux hommes étaient assis en train de discuter du labyrinthe tout en buvant du thé dans une salle géante. Ils se demandaient si les pierres magiques existaient réellement et si quelqu'un en trouverait vraiment. Quand Kazuhiro et Mari les ont entendus, il lui a dit qu'il était très excité à l'idée d'explorer le donjon. Cependant, Mari est soudainement devenue triste car elle était sûre que son rang l'empêcherait de participer à la quête. C'était un labyrinthe mystérieux et jugé très dangereux, donc seuls des sorciers de haut rang y étaient envoyés pour l'explorer. Voyant qu'il devrait peut-être explorer avec quelqu'un d'autre, le canard a décidé qu'il n'irait pas. Mari fut stupéfaite par son revirement soudain, alors il lui expliqua quel était le trésor principal qui l'attendait du voyage. Son charme de l'an 700 avant Jésus-Christ l'a prise de court, alors elle a vite changé de sujet pour cacher son trouble. Elle a dit qu'elle devait se présenter à la guilde dès l'obtention de son permis, et bien qu'elle ait envoyé un oiseau, elle ignorait s'ils avaient reçu son message. Pendant qu'elle parlait, ni elle ni Kazuhiro ne réalisèrent que le dragon écoutait leur conversation, via l'écaille de dragon qu'elle leur avait donnée. Le dragon fut choqué que le garçon ait ouvert le labyrinthe sans savoir à quel point l'endroit était dangereux, mais fut soudain distraite par l'éclosion de ses œufs, et se mit à souhaiter que Kazuhiro et Mari puissent voir un spectacle aussi magnifique. Quoi qu'il en soit, elle savait qu'ils se reverraient et se demandait si elle goûterait à nouveau à leur bento. Le lendemain au Japon, Kazuhiro et Mari ont pris leur petit déjeuner avant qu'ils ne se préparent pour aller travailler. Il a dit à Mari qu'il voulait vraiment explorer le labyrinthe avec elle et a listé les nombreux avantages qu'elle aurait à le suivre. Quand Mari a commencé à s'attrister de ne pas pouvoir participer à l'exploration, Kazuhiro lui a demandé s'il pouvait obtenir un coup de pouce de la guilde des sorciers. Sa question a rappelé à Mari les exceptions spéciales, et elle lui a dit qu'il suffisait de prouver qu'ils étaient assez fiables et compétents pour l'exploration. Cette idée l'a enthousiasmée, alors elle a dit à Kazuhiro qu'il devait trouver un bon plan pour que la guilde ne les méprise pas. Elle lui a ensuite souhaité bonne chance au travail et il est parti faire son trajet. Dans le train, il a réfléchi à la façon de convaincre la guilde qu'ils étaient assez compétents pour explorer le labyrinthe, malgré leur manque d'expérience. Il s'est aussi rappelé que Mari était de la chair à canon, car en combattant les bandits, elle s'était fait capturer facilement. Ils avaient tous deux des capacités offensives, mais il leur fallait un tank pour les protéger pendant qu'ils se battaient. Malheureusement, ils étaient tous deux trop fauchés pour en engager un, ce qui posait un autre problème. Pendant ce temps, à la maison, Mari appréciait la vie domestique et nettoyait tout l'appartement. Quand elle eut fini, elle étudia l'écriture japonaise jusqu'à midi. Puis, suivant les instructions que Kazuhiro lui avait données, elle a préparé le déjeuner. Elle a trouvé étonnamment facile d'utiliser l'étrange appareil de cuisson, mais l'arôme l'empêchait de se concentrer sur sa lecture, alors elle a commencé à préparer son assiette avec impatience. Quand le repas fut enfin prêt, Mari le mangea en dévorant des animés débiles et en apprenant le japonais. À ce moment-là, au bureau de Kazuhiro, il mangeait un sandwich plus plat que le crâne de Saitama et aurait voulu être avec Mari. Pendant qu'il réfléchissait, il a reçu un message d'Ishijo l'invitant, lui et Mari, à un double rendez-vous avec elle et son mari.
Kazuhiro a soudain réalisé qu'il aurait refusé immédiatement auparavant, mais grâce à Mari, il était très enclin à accepter. Plus tard dans la soirée, Mari et Kazuhiro se sont rendus au restaurant désigné pour attendre l'autre couple. En attendant, Mari a goûté le café et ne l'a pas aimé au début. Mais après que Kazuhiro a ajouté du sucre et du lait, elle fut ravie de constater que c'était sucré. Kazuhiro a ri de sa réaction, ce qui a agacé Mari car elle ne savait pas s'il se moquait d'elle. En entendant cela, il a tout de suite improvisé une réponse charmeuse et lui a dit qu'il tombait amoureux d'elle. Mari fut si troublée qu'elle lui a donné un coup de pied, et Ichijo et son mari tout simple, Toru, sont enfin arrivés, les sauvant d'eux-mêmes. Mari a essayé de le saluer en japonais, et quand ils se sont tous deux extasiés, elle a cru avoir dit quelque chose de travers. Kazuhiro lui a dit qu'elle parlait très bien, et Toru a dit qu'il avait réservé une table ailleurs. Il les a ensuite emmenés dans un restaurant français, et Kazuhiro a expliqué à Mari les différences. Une fois installé, Toru a annoncé qu'il offrait le repas et n'a accepté aucune protestation. Au premier plat, Mari a fait savoir qu'elle pourrait vendre ses organes pour manger si besoin. Au plat principal, Mari était sûre qu'il voulait qu'elle perde son rapport sain à la nourriture. Elle et Kazuhiro se sont chamaillés, ce qui a poussé Toru à demander s'ils ne sortaient pas ensemble. Kazuhiro a immédiatement démenti tout en essayant de ne pas rougir. Après le dîner, ils sont restés un moment pour discuter. Ils ont félicité Mari pour ses progrès en japonais et elle a dit qu'elle apprenait via les animés. Elle a dit à Ichijo ce qu'elle regardait et voyant leur goût commun, elle a voulu la garder pour elle. Kazuhiro a mentionné qu'ils allaient voir son grand-père aux prochaines vacances pour la vue et a demandé des conseils. Toru, toujours fiable, leur a conseillé les sources chaudes d'un ami à Shishibu, puis a proposé de réserver. À la fin, le groupe est sorti, et Toru a remercié Kazuhiro car sa femme n'avait pas été aussi heureuse depuis longtemps. Ichijo a ensuite invité Mari à venir voir des animés chez elle. Bien que Kazuhiro s'inquiète pour sa sécurité, il a accepté car il savait que ce serait bien pour Mari. Quand Mari lui a demandé pourquoi il était si protecteur, même s'il n'y avait aucun monstre aux alentours, il lui a rappelé que les êtres humains pouvaient en réalité être bien plus effrayants que les monstres. Sur le chemin du retour, Mari avoue à Kazuhiro qu'elle avait peur de manger avec des inconnus avant et qu'il est la seule personne avec qui elle s'est sentie en sécurité dans les deux mondes. Elle s'est réjouie d'avoir accepté l'invitation d'Ichijo et a dit que c'était grâce à Kazuhiro. Kazuhiro lui a dit être plus reconnaissant encore, ajoutant que son monde avait changé grâce à elle. Il a même ajouté qu'il voyait tout différemment désormais et qu'il était heureux qu'elle soit venue au Japon. Tous deux étaient troublés après ces mots, mais ils ont quand même trouvé le courage de se tenir la main. Pendant qu'ils continuent de marcher, Kazuhiro repense soudainement à l'exploration du labyrinthe et lui dit qu'il vaudrait mieux qu'elle reste en retrait jusqu'à ce qu'elle améliore réellement ses stats. Mari se met alors à le taquiner sur son côté beaucoup trop protecteur. Et il passe le reste du trajet à se chamailler pour savoir si elle devrait commencer à l'appeler son daddy, plus tard dans l'autre monde. Le gouvernement local avait réuni tous les aventuriers de la région qui n'avaient pas peur d'être envoyés au royaume des ombres dans le labyrinthe récemment découvert sous les ruines du pic Uja. Ils ont révélé qu'ils évaluaient encore le donjon, mais avaient déjà fixé la difficulté à très élevée avec la possibilité qu'elle augmente encore. Kazuhiro a même ajouté que les gens se réjouissaient probablement de la difficulté du labyrinthe car cela signifiait plus de profit pour eux. Après la réunion, les gens sont restés pour faire de la reconnaissance avant le raid et Mari a été choquée d'apprendre que Kazuhiro voulait espionner plutôt que de parler aux gens. Elle a réalisé qu'il était timide et a dit que puisqu'elle avait parlé à un étranger au Japon, il devait aussi en faire autant dans l'autre monde. Soudain, ils ont réalisé à quel point ils étaient proches et ont eu un autre de leurs moments à la Toradora avant que Mari ne l'entraîne rapidement pour parler à un aventurier vétéran nommé Aja. L'homme a immédiatement commencé à analyser leur aura et leur a dit qu'il voyait que la moitié de leurs âmes n'étaient pas dans le royaume des mortels. Il avait vu juste, mais il a ri comme si c'était une blague. Kazuhiro a répondu à ces questions et Aja a immédiatement demandé à Mari s'il était difficile de vivre avec quelqu'un dont l'esprit était plus vieux que son corps. Mari a nié instantanément et a immédiatement couvert le nom de Kazuhiro d'éloge. Pendant que le vieil homme riait, Kazuhiro a tout de suite dit à Mari que la question n'en était pas vraiment une et qu'elle n'avait pas à y répondre. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais la conversation a vite tourné vers le mystère des pierres magiques. Aja leur a dit que d'après les rares souvenirs de l'histoire des pierres magiques, il semblait que quelqu'un les effaçait littéralement de la surface de la Terre. Après leur avoir laissé un moment pour décider s'ils acceptaient cette quête secondaire, il leur a souhaité bonne chance pour l'expédition à venir. Levant les yeux, Aja a appelé Akam et lui a demandé de donner quelque chose au duo. Akam s'est approché et s'est présenté comme le commandant général de la recherche du labyrinthe, puis leur a remis un permis d'investigation. C'était un grand pas en avant, mais Mari devait encore passer un second contrôle de la guilde des sorciers avant de pouvoir entrer dans le labyrinthe. Car sans l'approbation de la guilde, elle détenait en gros une clé d'accès qui ne déverrouillait rien.
Aja a soudainement changé de sujet et a dit à Akam que même si le duo ressemblait à des enfants, ils vivaient ensemble comme des adultes. Toute la salle écoutait apparemment leur conversation, et ils ont tous réagi comme des fans d'anime qui venaient d'avoir la confirmation d'un couple officiel. Les moqueries ont fusé de partout, et chaque aventurier aux alentours est soudain devenu un expert en relation avec un avis sur la question. Kazuhiro et Mari étaient si embarrassés qu'ils semblaient vouloir que le désert les engloutisse tout entier. Pourtant, au lieu de nier les allégations de relation, leur seule défense a été de dire qu'ils s'étaient seulement tenus la main. Ils ont ensuite réclamé leur permis et ont fui ce groupe de discussion de fans avant de s'évanouir sous le poids des commentaires. Une fois dehors, Kazuhiro a mentionné que Akam leur avait donné une quête secondaire et Mari était horrifiée à l'idée de marcher à cause de la chaleur. En chemin, ils sont tombés sur une boutique de vêtements magnifiques et Kazuhiro l'a convaincu d'en essayer pour ne pas mourir d'un coup de chaleur. Quand il a fini d'admirer la nouvelle tenue de Mari, ils se sont rendus à l'endroit indiqué par Akam et y ont rencontré Mewi. Akam avait apparemment besoin d'un traducteur, et après une courte discussion, ils sont passés aux choses sérieuses. Les autorités avaient apparemment trouvé une pierre magique et voulaient savoir si elle était authentique. Mari a dit à Mewi de l'évaluer, mais Mewi l'a raffinée à la place et leur a dit qu'elle était réelle. Ravi, Akam leur a dit d'aider Mewi dans ses études de langue, puis il est parti en courant annoncer ses découvertes aux autorités. Ensuite, ils décidèrent de déjeuner d'abord, et Mari insista pour le nourrir avant de manger elle-même. Après le repas, Mari prit l'éducation en main et insista physiquement pour que Mewi assume ses origines félines en finissant ses phrases par « Nyan ». Il finit par céder et Mari le laissa partir avec joie. Kazuhiro présenta ensuite leurs objets de dragon et lui demanda de les expertiser. Mewi admit ne pas comprendre tout à fait son pouvoir d'expertise, mais il était sûr de ne pas pouvoir raffiner les objets. Il ajouta que les objets étaient toujours liés à leur source, et Mari remarqua soudain que leur éclat faiblissait. Elle craignait qu'il soit arrivé quelque chose au Dragon Arc, et Kazuhiro réalisa que les objets réagissaient à leurs paroles. Il appela le dragon pour lui demander si tout allait bien, et après sa réaction, ils décidèrent tous deux d'aller la voir immédiatement. Au Conseil des sorciers, un officiel annonça qu'il nommerait un représentant car Mari n'avait pas un rang suffisant. Un homme, visiblement fou, s'est porté volontaire, affirmant qu'il était le seul à avoir le pouvoir d'entrer dans le donjon, mais une femme éloquente a rapidement mis fin à ses manigances. Elle dénonça ses agissements sournois, affirmant que si personne d'autre ne voulait faire l'expédition, c'est qu'ils étaient menacés. Elle proposa alors de confier les recherches à Mari, mais l'homme l'accusa de partialité car Mari était sa disciple. L'homme au goût douteux affirma que Mari échouerait dès l'entrée, mais Ludri lui répondit que le temps de Mari viendrait bientôt. Ils convinrent de poursuivre à son retour, et l'homme s'énerva qu'on ne l'ait pas envoyé sur le champ. Il se demanda comment Mari avait trouvé le labyrinthe si loin, et dit à son disciple de surveiller Mari et le garçon qui l'accompagnait. Pendant ce temps, Mari et Kazuhiro étaient déjà de retour au labyrinthe, escortés vers le dragon par l'homme lézard musclé. Ils le remercièrent de son aide, mais il leur dit que c'était le dragon qui les avait envoyés. Il les avertit de ne jamais subir sa colère avant de s'enfuir, les laissant devant sa porte. En entrant dans la grotte, ils furent choqués de voir que les œufs avaient déjà éclos. Le dragon ignora leurs vœux, prit sa forme humaine et leur ordonna de lui remettre immédiatement ce qu'ils devaient apporter. Kazuhiro expliqua qu'ils venaient de finir leur déjeuner et n'avaient plus rien pour elle, et le dragon fondit aussitôt en larmes. Elle se plaignit des épreuves de la maternité, disant qu'elle épuisait ses réserves d'énergie avant de demander pourquoi son mari n'était pas revenu avec le lait. Le dragon menaça d'attaquer un village humain pour se défouler, et Kazuhiro, paniqué par tant d'émotions, l'invita aussitôt à un voyage aux sources thermales au Japon. Tandis que le dragon savourait sa victoire, Mari était dévastée et lui dit qu'elle ne tolérerait plus qu'il décide quoi que ce soit seul. En réponse, Kazuhiro promit de lui en parler avant toute décision majeure, puis demanda à quelle heure la guilde fermait d'habitude. Mari réalisa leur retard et ils coururent à la guilde des sorciers, où elle fut submergée par les rapports et les tâches à accomplir. Ils ne passaient plus beaucoup de temps ensemble car ils travaillaient aussi au Japon et leur temps d'exploration fantastique était devenu le temps de travail de Mari. Quand le week-end de repos arriva enfin, ils allèrent avec enthousiasme chercher le dragon dans son repère. En entrant dans les ruines, ils étaient trop excités pour remarquer que l'homme aux cheveux verts du conseil les espionnait avec un sourire malicieux. Lui et son assistant suivirent Mari et Kazuhiro jusqu'aux statues gardiennes, que l'assistant identifia comme des armes mortelles. Après avoir utilisé son don d'oracle comme jumelle pour voir où ils allaient, ils furent terrifiés de voir que c'était l'antre d'un dragon. Soudain, les deux statues prirent vie et marchèrent lourdement vers les deux intrus. L'assistant récita vite le sort d'évasion, et ils réussirent à s'échapper. Dans le donjon, le dragon se leva soudainement et regarda vers la porte. Quand Kazuhiro demanda ce qui n'allait pas, elle dit que ce n'était que des insectes.
Ils continuèrent ensuite leurs préparatifs pour prendre le train de nuit vers le Japon, et le dragon en était très excité. Pendant ce temps, hors des ruines, l'homme aux cheveux verts se remettait d'avoir frôlé la mort. Il se demandait qui était Kazuhiro, car il était sûr qu'ils étaient dans l'antre d'un archidragon, malgré sa dangerosité connue. Plus tard, au Japon, Kazuhiro se réveilla face à d'énormes melons juste devant ses yeux. Puis il se souvint que Marie était aussi déshabillée quand elle était arrivée au Japon. Alors qu'il paniquait déjà, le dragon lui fourra la tête entre ses deux monts, ce qui faillit le rendre fou. Marie se réveilla à cause de ses cris, se demandant ce qui se passait. Puis elle vit où était son visage et sombra immédiatement dans l'instabilité mentale. Ignorant leurs cris, le dragon se tint à la fenêtre, vêtu seulement de la chemise de bureau de Kazuhiro qui ne la couvrait pas entièrement. Elle évoqua soudain le fait qu'ils se tenaient l'un à l'autre dans leur sommeil et leur demanda pourquoi ils étaient si proches. Marie l'ignora et lui dit de couvrir sa poitrine, mais le dragon expliqua qu'elle ne pouvait littéralement pas couvrir l'avant et l'arrière car elle avait du monde devant et encore plus derrière. Marie se tourna vers Kazuhiro et lui dit de se couvrir le visage pendant qu'elle cherchait quoi faire de la situation corporelle du dragon. Elle expliqua au dragon qu'elle ne pouvait pas sortir si elle ne cachait pas ses attributs osés et ses parties animales. Pendant que Marie réfléchissait, Kazuhiro réalisa que le dragon jacassait maintenant en elfe avec eux, ce qui signifiait qu'elle savait tout depuis leur rencontre. Le dragon se défendit en disant qu'ils avaient commencé à lui parler en premier. Puis elle écarta leur plainte et dit qu'elle allait enfin faire quelque chose pour son manque de vêtements. Elle commença à briller et Marie fut choquée. Mais quand Kazuhiro voulut voir ce qui se passait, elle lui dit de se couvrir les yeux, car le dragon était toujours dans le plus simple appareil. Une robe apparut soudain sur son corps, et elle expliqua que ses habits étaient des particules magiques proches de l'énergie pure, transformables en n'importe quel vêtement. Enfin habillés, ils montèrent tous en voiture et Kazuhiro les conduisit aux sources thermales. En chemin, le dragon leur dit que le trajet semblait un peu lent, mais elle s'amusait quand même à regarder par la fenêtre. Elle finit par se présenter et leur dit de l'appeler Ridra au lieu de Dragon Lady Sama. Toujours en route, Kazuhiro dit à Marie de sortir la nourriture qu'il avait préparée et d'en donner à Ridra. Après avoir goûté, Ridra s'empara soudain du reste et décréta que tout était pour elle. Ils arrivèrent à destination et Ridra était très excitée d'aller aux sources thermales. Kazuhiro lui dit d'attendre un peu pour que Marie puisse cacher ses oreilles d'elfe. Ridra plaça soudain des boucles d'oreilles issues de son essence de dragon sur les oreilles de Marie pour les cacher. Elle lui expliqua le mécanisme du sort, et Marie fut ravie de ne plus avoir à porter de chapeau. Kazuhiro apporta des collations à goûter avant d'entrer dans le bâtiment, puis ils prirent possession de leur chambre. Marie était ravie de voir des tatamis à cause des animés qu'elle regardait et ils mirent tous leurs robes. Kazuhiro alla dans la section des hommes, tandis que Marie et Ridra allaient dans celle des femmes. Marie lui dit qu'elle devait d'abord se laver et Ridra la couvrit car elle devait montrer ses oreilles pendant sa toilette. Une fois fini, elles se sont plongées dans l'eau chaude et Ridra a demandé à Marie si elle avait enfin obtenu la permission d'entrer dans le donjon. Marie allait lui répondre quand elle a soudain réalisé que si Ridra était au courant pour la permission, c'est qu'elle les avait espionnés. Ridra a immédiatement distrait Marie en lui disant qu'elle n'arrivait pas à croire qu'elle serrait Kazuhiro dans ses bras pour dormir chaque nuit. Marie l'a menacée de ne plus l'emmener aux sources chaudes, mais Ridra l'a suppliée, disant qu'elle ne pouvait que les entendre et qu'elle ne les aurait pas vus, même s'ils s'étaient embrassés. L'idée d'embrasser Kazuhiro a rendu Marie timide et elle a dit qu'elle ne le ferait pas, puis elle a plongé sous l'eau. Ridra lui a tout de suite dit qu'elle comprenait car elle voyait Marie comme une enfant et Kazuhiro comme pas vraiment un homme. Elle a ensuite dit qu'elle voulait une pièce privée pour discuter davantage et elles sont allées dans un sauna. Marie l'a immédiatement confrontée sur ce qu'elle avait dit plus tôt, car c'était horrible à entendre. Cependant, Ridra a expliqué qu'elle savait qu'ils finiraient par conclure un jour, mais que pour l'instant, elle ne les pensait pas assez courageux. La conversation est devenue plus profonde, et Marie a expliqué qu'elle ne pensait pas que Kazuhiro était attiré par elle, ou même qu'il la voyait comme une femme. En entendant cela, Ridra lui a conseillé de le tester et de voir les résultats. Kazuhiro attendait déjà dehors quand Marie est arrivée. Il a donc demandé où était Ridra, et Marie lui a dit qu'elle était encore à l'intérieur. Elle l'a ensuite remercié pour tout et a pris son courage à deux mains pour l'embrasser sur le front, comme Ridra le lui avait conseillé. Le baiser l'a laissé très troublée et Marie était visiblement excitée en retournant dans la chambre. En arrivant, ils ont trouvé Ridra déjà sur place et elle s'est plainte qu'il la laissait mourir de faim sans raison. Kazuhiro a immédiatement commandé à manger et c'était si bon qu'ils en ont tous oublié leurs problèmes. Kazuhiro a suggéré que les filles retournent à leur source privée pour en profiter encore avant de quitter la pièce pour leur laisser de l'espace. Marie s'est endormie car elle était rassasiée, mais Ridra était ravie d'être dans la source. Dehors, Kazuhiro était assis seul, la main sur le front, tout en repensant au baiser dans sa tête. Sur le chemin du retour des sources chaudes, Kazuhiro ne pouvait s'empêcher de fixer Marie pendant qu'elle dormait. Ridra a pris la parole et lui a dit que c'était agréable de voir que c'était lui qui s'occupait d'elle et non l'inverse comme d'habitude.
Elle a ensuite ajouté que tout ce qui l'importait ces derniers temps, c'était Marie. Quand il a essayé de nier, Rydra a souligné qu'elle les avait attendus si longtemps hier, et pourtant il l'avait laissé attendre. Alors qu'il était encore troublé, Rydra a soudain révélé qu'elle attendait qu'il l'invite à les accompagner dans le donjon. Kazuhiro a été choqué et lui a dit qu'il n'aurait pas pensé à l'inviter à cause de sa grande puissance à ses yeux. Cependant, Rydra pensait être désormais une exclue et elle a commencé à pleurer de tristesse. Kazuhiro s'est bientôt garé sur une aire de repos et pendant que Marie dormait encore dans la voiture, il a acheté une boisson à Rydra pour l'apaiser. En la buvant, elle a demandé comment elle s'occupait de ses enfants restés au nid. Rydra lui a expliqué que tous ses corps existaient en même temps et pouvaient continuer d'exister tant qu'elle y retournait de temps en temps. Il craignait toujours qu'il n'arrive quelque chose à ses petits si elle allait dans le donjon avec eux, mais elle lui a dit qu'il n'y avait pas de souci car elle était littéralement plus forte qu'eux. Rydra a ajouté qu'elle voulait aussi passer du temps avec eux et manger plus de bentos, alors Kazuhiro lui a officiellement demandé de rejoindre leur équipe. Elle était ravie, mais il s'est soudain rappelé la promesse faite à Marie de prendre ses propres décisions. Il a coupé court à sa joie et a retiré son offre en attendant d'en discuter avec Marie, ce qui a de nouveau attristé Rydra. Ils sont ensuite retournés dans le monde fantastique et ont dit à Rydra de cacher sa queue et ses cornes car ils allaient à la guilde. Soudain, l'homme aux cheveux verts est apparu et Marie l'a reconnu comme étant Sven, un membre notoire de la guilde connu pour ses frasques. Elle leur a aussi dit de faire attention car de mauvaises rumeurs circulaient sur lui. Quand Kazuhiro lui a demandé ce qu'il voulait, Sven lui a tout de suite demandé où il s'était volatilisé car il ne sentait plus sa présence. Sa question a fait comprendre à Kazuhiro que Sven les suivait. Sven, toujours aussi audacieux, lui a demandé si Rydra était le monstre dont il avait senti la présence plus tôt. Kazuhiro lui a demandé ce qu'il comptait faire de cette info, et Sven a dit qu'il prévoyait de les torturer puis de les manger au dîner. Il a ajouté qu'il pensait que le donjon souterrain lui appartenait et qu'il obtiendrait ainsi toutes les richesses du monde pour lui-même et serait heureux pour toujours. Sven a appelé son assistant et lui a dit de s'occuper des femmes pendant qu'il combattait Kazuhiro. Cependant, Rydra lui a offert son épée en guise de cadeau en lui disant de l'utiliser à bon escient et l'assistant les a soudainement téléportés loin de Kazuhiro et Sven. À la guilde des sorciers, la mentor de Marie a annoncé à tout le monde que quelque chose d'intéressant allait commencer et elle voulait absolument qu'ils assistent au combat entre Sven et Kazuhiro afin de déterminer qui serait vraiment digne de représenter la guilde. De retour dans la forêt, Kazuhiro a remarqué que Sven essayait vraiment de mettre fin à sa vie pourtant assez courte. Sven détestait que Kazuhiro l'esquive sans cesse car il voulait vraiment se battre et il lui a dit de passer à l'attaque. De l'autre côté, Marie a rappelé à l'assistant que se battre entre membres était interdit mais il s'en fichait. Elle s'est ensuite tournée vers Rydra pour lui dire de sortir son bouclier, mais Rydra a répondu qu'elle n'en avait pas. Alors qu'elle jacassait, l'assistant a utilisé ses dons de nécromancie pour invoquer des démons afin de les vaincre à sa place. Rydra, complètement lassée par toutes ces pitreries, a immédiatement repris sa pleine forme de dragon et a dévoré tous les démons d'un seul coup. Ensuite, elle a fixé l'assistant du regard, le forçant à se soumettre et lui a ordonné d'abandonner purement et simplement. Marie lui a dit d'y aller un peu plus doucement avec la pauvre fille, mais l'enfant avait déjà jeté l'éponge. Elle est tombée à genoux en signe de soumission et c'est ainsi qu'elles ont remporté le combat. Sur le terrain principal surveillé par les sorciers, Kazuhiro et Sven se battaient toujours. Kazuhiro n'arrêtait pas de le narguer et il a fini par vraiment le mettre en colère. Sven a utilisé son pouvoir pour percer les techniques de Kazuhiro et il a commencé à le rouer de coups au point de l'envoyer dans la rivière. C'est alors que Marie et Rydra sont apparus et se sont moqués de lui parce qu'il galérait à gagner. Quand elles lui ont demandé s'il avait besoin d'aide, il a répondu que ça allait. Puis il est retourné se battre plus sérieusement parce que sa chérie était là. Après avoir frimé un instant, Kazuhiro a révélé qu'il avait enregistré les capacités de Sven et il a tourné le combat à son avantage. En utilisant ses propres techniques, il a corrigé Sven, ce qui a rendu Marie et Rydra heureuses. À la guilde des sorciers, tout le monde était ravi de voir qu'ils avaient réussi à terrasser Sven. Le trio s'y est rendu et on leur a dit que le maître sorcier voulait leur parler directement. Le vieil homme a demandé à Marie pourquoi elle les voulait comme partenaires et elle a fait un discours gênant sur l'amour, l'amitié et d'autres trucs qui rendraient Naruto fier. En entendant sa réponse, il a demandé si elle pensait qu'il pourrait la trahir et elle a dit qu'elle leur faisait assez confiance. Satisfait, le vieil homme lui a dit qu'elle avait sa permission d'aller au donjon avec eux au nom du conseil. Marie était choquée car elle ne pensait pas que ce serait si rapide, mais elle l'a remercié quand même. Le mentor de Marie est soudainement arrivé et Marie lui a dit qu'elle lui était reconnaissante pour son aide. Étonnamment, Rydra et le maître de la guilde ont commencé à discuter comme s'ils se connaissaient déjà. Voyant la confusion sur le visage de ses coéquipiers, elle a expliqué qu'ils étaient de vieux amis de longue date. L'exploration étant enfin décidée, ils sont retournés à la cité du désert et se sont d'abord arrêtés voir le garçon-chat. Il était ravi de voir Marie, mais en voyant Rydra, il a tout de suite compris que c'était un dragon et s'est enfui de peur. Marie lui a dit de ne pas s'en faire, car elle était gentille, puis le dragon a sorti une pierre imprégnée de son sang.
Elle l'a autorisé à raffiner la pierre, mais il lui a avoué qu'il ne savait pas trop comment s'y prendre. Rhaedra lui a dit qu'elle croyait en lui et de simplement guider la pierre pour qu'elle fasse ce qu'il voulait. Le garçon-chat a décidé d'essayer et il a réussi parfaitement du premier coup. Ils ont créé un bâton et Rhaedra y a gravé le nom de Mary. Elle lui a dit que c'était un cadeau, une récompense pour sa bravoure aux sources thermales. Mary était reconnaissante et ils sont partis vers le donjon pour leur exploration tant attendue. Quand les 3 membres de l'équipe sont arrivés à l'entrée du donjon, ils ont vu qu'il était très différent de la première fois. Un marché était déjà installé et il y avait énormément de monde qui traînait par là. Kazuhiro et Mary sont allés chercher des affaires, pendant que Rhaedra réservait un emplacement pour leur tente. Avant de partir, Rhaedra leur a dit de se tenir la main et de profiter de leur rendez-vous. Mary a protesté que ce n'était pas un rencard, ignorant que Rhaedra les taquinait, et elle a fini par attraper Kazuhiro pour l'entraîner vers le marché afin de fuir Rhaedra. Dans le nouveau marché, certains parlaient de groupes d'aventuriers entrés dans le donjon qui avaient disparu. Mais ils s'en moquaient, car tout ce qu'ils voulaient, c'était se faire de l'argent sur le dos de tout le monde. Kazuhiro et Mary sont entrés dans la boutique pour leur tente, mais les 2 marchands leur ont dit de s'en aller. Cependant, quand Mary a montré leur permis en disant qu'ils étaient explorateurs, leur attitude a changé. Les vendeurs lui ont dit qu'ils n'avaient rien de bon marché vu la forte demande et qu'ils feraient payer très cher pour une simple petite tente. Soudain, un officier de haut rang qu'ils ont reconnu s'est approché des marchands et leur a dit d'arrêter de surfacturer les visiteurs. L'homme, nommé Zera, était surpris que Kazuhiro et Mary soient aussi jeunes que les rumeurs le prétendaient. Il a dit aux marchands que c'était eux qui avaient découvert le donjon, et qu'ils devaient être aimables car il leur avait donné du travail. Grâce à lui, ils ont pu obtenir une tente, alors ils l'ont remercié pour son aide précieuse. Zera leur a même dit de lui demander n'importe quoi, puis a appelé la capitaine de son équipe, Dula, qui avait une poitrine généreuse. Elle a dit au duo que Zera lui avait demandé d'apporter du thé en cadeau pour Kazuhiro et ils l'ont remercié. La capitaine leur a ensuite dit qu'elle était occupée par les préparatifs et devait retourner au travail, puis elle est partie. Plus tard cette nuit-là, ils avaient fini de s'installer et Mary était ravie de la qualité du lit. Cependant, Kazuhiro lui a dit que Rhaedra ne les suivait pas au Japon car elle voulait surveiller la tente et observer les environs. Le matin est arrivé et ils se sont réveillés au Japon comme d'habitude. Kazuhiro a surpris Mary avec le thé que le commandant leur avait offert. Il lui a dit que c'était la première fois qu'il rapportait quelque chose de comestible du monde fantastique et ils étaient contents que ça marche. En déjeunant, Mary a noté que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas pris de petit déjeuner et Kazuhiro a dit que c'était sûrement parce qu'ils n'étaient que tous les deux. Ils se sont regardés et ont soudain été troublés à nouveau, car l'idée d'être seuls les rendait timides. Le bruit de Rhaedra leur manquait un peu, mais ils étaient quand même contents d'être seuls. Kazuhiro a révélé qu'il ne travaillait pas et qu'il pouvait passer la journée avec elle et il a proposé de cuisiner ensemble. Ils sont ensuite allés au supermarché pour acheter les ingrédients et après avoir tout pris, ils sont rentrés chez eux. En chemin, Mary a goûté une glace pour la première fois et a réalisé que Rhaedra lui manquait aussi beaucoup. Il lui a dit qu'elle leur laissait probablement de l'espace pour qu'ils soient seuls et il a trouvé ça très attentionné de sa part. De retour à la maison, ils ont cuisiné ensemble, et Mary s'est plainte qu'il la traitait comme un bébé. Elle s'est soudain mise à pleurer à cause des oignons, et il l'a aidée tout de suite jusqu'à ce qu'ils finissent le repas. Ensuite, ils sont retournés dans le monde fantastique, où Kazuhiro a invité Rhaedra à un dîner que Mary avait préparé spécialement pour elle. Rhaedra était ravie, et elle a suivi Kazuhiro au Japon, où ils se sont tous assis pour manger ensemble. Pendant que Kazuhiro nettoyait la cuisine, ils ont parlé de leur voyage vers sa ville natale en train à grande vitesse. Mary a montré leur billet à Rhaedra, alors Rhaedra a demandé pourquoi il n'y avait que 2 billets. Kazuhiro et Mary se sentaient mal, et il a expliqué qu'ils avaient pris les billets bien avant de se rapprocher d'elle. Quoi qu'il en soit, elle était toujours déçue d'être la seule personne à ne pas prendre le train. Kazuhiro n'avait pas assez d'argent pour lui acheter un billet pour le moment, alors il a promis de l'emmener la prochaine fois. Plus tard, ils sont allés se coucher et se sont retrouvés à nouveau dans le monde fantastique, où ils sont allés saluer Akam. En voyant Rhaedra, Akam est immédiatement tombé éperdument amoureux d'elle, et il n'a pu s'empêcher de louer sa beauté. Asa était là aussi, et il leur a donné des conseils pour leur voyage dans le donjon. Il leur a montré une carte partiellement complétée par l'équipe de reconnaissance, et Akam leur a remis une copie de la carte et un appareil de communication. Lorsqu'on a demandé au trio de nommer leur équipe, Kazuhiro a immédiatement choisi de l'appeler Améthyste, d'après la couleur des yeux de Mary. Mary ne s'en est pas rendu compte, mais Rhaedra l'a remarqué tout de suite et lui a souri. Le moment venu, ils ont dû attendre dans une longue file pour entrer dans le labyrinthe, et pendant qu'ils attendaient, Aja et Akam étaient toujours dans l'attente, s'inquiétant de savoir s'ils y arriveraient.
Pendant ce temps, l'équipe de reconnaissance leur a dit qu'il n'y avait aucun signe de monstre, ajoutant qu'ils perdaient leur temps depuis un moment. Sur ce, ils ont décidé que l'équipe améthyste serait très probablement celle qui trouverait quelque chose là-dedans. Finalement, l'équipe améthyste a été la dernière à entrer dans le donjon, et Mari a immédiatement invoqué un esprit de lumière. Elle a dit à Kazuhiro que le nouveau bâton que Reidra lui avait donné lui avait accordé une nouvelle compétence, lui permettant de contracter avec des esprits supérieurs. Bientôt, ils ont atteint le rez-de-chaussée et ont vu une carte avec une écriture ancienne. Ils ont lu l'histoire et elle parlait du retour du mal dans le monde. Mari a dit à Kazuhiro que l'histoire parlait d'anciens démons. Elle a expliqué que les démons étaient les êtres originels et qu'il fut un temps où seuls les chevaliers existaient dans le monde. Lorsqu'ils ont demandé à Reidra de leur en dire plus sur la véritable histoire, elle leur a dit qu'ils devraient la résoudre par eux-mêmes, car c'était plus amusant ainsi. Bien qu'ils s'enfoncent plus profondément dans le donjon, aucun monstre ni ennemi n'est apparu et ils se sont agacés. C'est parce que Kazuhiro et Mari voulaient vraiment tester leurs nouvelles armes et monter un peu de niveau. Soudain, Reidra a attaqué Kazuhiro et a dit qu'elle les entraînerait elle-même. Kazuhiro l'a supplié de se calmer, mais elle lui a dit que c'était sa façon de l'entraîner. Elle a ajouté que ce n'était absolument pas sa vengeance pour ne pas avoir pu prendre le train avec eux. Kazuhiro savait qu'il était fichu. Reidra a continué à le poursuivre dans le donjon tout en criant à quel point elle lui était reconnaissante pour tout. Mari, quant à elle, les regardait avec adoration tout en les observant en silence. Un matin, Kazuhiro et Mari ont été réveillés par les chatouilles d'un chat, et après un moment de choc, Mari a rappelé à Kazuhiro que le chat était Reidra sous une autre forme. Comme Reidra ne pouvait pas participer au voyage à Aomori en personne faute de billets, elle a utilisé sa magie interne pour invoquer un chat familier avec lequel elle pouvait partager sa conscience. À la gare, Mari a été choquée de voir autant de monde et sentant son anxiété, Kazuhiro lui a pris la main et lui a dit qu'il la tenait pour qu'ils ne soient pas séparés. Mari, à son tour, s'est lancé et lui a dit de ne pas lâcher prise quoi qu'il arrive et il a accepté. À la gare, absolument tout semblait l'exciter et elle ne savait même plus ce qu'elle voulait manger. Juste à ce moment-là, elle a vu un train et en a parlé comme d'une personne, ce qui a fait rire Kazuhiro. Une fois dans le train, Mari était enthousiasmée par la vue, alors elle a regardé par la fenêtre tandis que la campagne défilait, tandis que le chat à côté d'elle réagissait aussi à tout avec de grands yeux. Peu après, ils ont sorti le bento acheté plus tôt, et après que Mari s'est extasiée devant le repas, ils ont mangé et en ont même donné au chat. Kazuhiro lui a proposé un peu de son plat et a été pris de court quand elle s'est penchée pour qu'il lui donne la béquée. Il a mis doucement la nourriture dans sa bouche, puis il a été troublé quand elle a fait vibrer son radar de puceau. Pendant que Mari dormait, Kazuhiro a repensé à sa vie et au fait qu'il n'avait aucun souvenir de son enfance, pas même le visage de sa mère. Pourtant, il a balayé l'idée, se disant que c'était sûrement parce qu'il était toujours focalisé sur le monde fantastique. Il s'est aussi souvenu que son enfance avait été profondément marquée par l'abandon de ses parents alors qu'il était encore très jeune, le laissant ainsi aux bons soins de ses grands-parents, là-bas, dans la campagne d'Aomori. Ils sont enfin arrivés à la gare et dans le bus vers leur destination, Mari était émerveillée par toutes les fermes et la montagne. Kazuhiro a réalisé que tout lui semblait nostalgique, et il s'est aussi souvenu que son grand-père lui donnait des bonbons. Comme si elle lisait dans ses pensées, Mari l'a sorti de sa bulle en lui proposant des sucreries, et il a souri en la remerciant pour la friandise. Enfin, à terre, ils ont laissé Reidra marcher sur la route avec eux pendant que Mari l'interrogeait sur son enfance. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Mari s'est soudainement arrêté la peur dans les yeux. La vue d'une vache les avait effrayés, elle et Reidra, alors Kazuhiro a dû leur montrer qu'elle était inoffensive pendant que Mari comprenait d'où venait le lait. Kazuhiro a indiqué que la maison de son enfance se trouvait juste devant eux. À leur arrivée, un Kazuhiro un peu plus âgé, qui était à quelques jours de la canne, les a accueillis chaleureusement. Mari a salué le grand-père de Kazuhiro en japonais et il a complimenté son niveau de langue, ce qui l'a ravi. Ils lui ont aussi offert un cadeau préparé pour lui et après l'avoir accepté, il a dit que Mari semblait sortir d'un rêve, ce qui était plus vrai qu'il ne le pensait. Après tant de remarques sur Kazuhiro et les rêves, Mari a demandé si le vieil homme connaissait le monde des rêves, mais Kazuhiro a dit que c'était impossible, même s'il était très perspicace. Kazuhiro a ensuite emmené Mari dans son ancienne chambre, et elle a tout de suite cru trouver des esprits dans le placard à cause d'un animé qu'elle avait vu. En l'ouvrant, elle fut triste de n'en voir aucun, alors Kazuhiro l'a rassurée en mentant, disant que leur bruit les avait sûrement fait fuir. Mari était quand même ravie de voir sa chambre, et Kazuhiro a redoublé son enthousiasme en lui disant de chercher un passage secret. Elle et Reidra rampaient à quatre pattes avec le plus grand sérieux inspectant chaque recoin et la moindre ombre, tandis que Kazuhiro les observait attentivement. Après avoir eu une peur bleue à cause d'un rat au grenier, Mari a cessé de chercher le passage et les esprits pour aller manger. À table, le vieil homme leur a dit de manger à leur faim et leur a même servi à boire, puis il a ajouté un cadeau pour couronner le tout. La boîte contenait un sac traditionnel, cousu main transmis depuis des générations, et il l'a offert à Mari comme souvenir d'Aomori.
En débarrassant, Mari a avoué être un peu ivre, alors Kazuhiro a suggéré une promenade nocturne pour se changer les idées sous la lune. Le chemin était sombre, et bien que Kazuhiro ait allumé la lampe de son téléphone, on n'y voyait pas grand-chose. Alors, sans réfléchir, Mari a réussi à invoquer des esprits de lumière pour la première fois depuis son arrivée au Japon. Kazuhiro l'a remercié pour la lumière, et Mari l'a remercié de l'avoir vraiment emmené dans sa ville natale. Elle a ensuite glissé que même si le vieil homme semblait malin, c'était drôle qu'il se trompe en l'appelant Kazuhiro au lieu de Kazuhiho. Kazuhiro lui a enfin expliqué l'erreur de nom, et elle lui a crié dessus pour ne pas l'avoir corrigé, car même si lui s'en fichait, pour elle c'était important. Elle a ensuite essayé de prononcer son vrai nom, ce qui l'a tellement troublé qu'il l'a supplié d'arrêter. De retour à la maison, le vieil homme les a accueillis et ils ont tout de suite demandé à prendre un bain pour se rafraîchir. Kazuhiro y est allé en premier et en sortant du bain, il a trouvé Mari toute pimpante, sirotant innocemment un jus de pomme. Cette vision lui a fait un choc, mais il a réussi à maîtriser ses émotions. Après qu'il se soit couché, le vieil homme est venu leur apporter de la lumière et a vu qu'il n'était plus là. Loin d'être choqué, il a souri et leur a souhaité bonne chance dans leurs aventures. Quand Kazuhiro s'est réveillé dans le monde fantastique, il a été surpris de voir Ridra. Il ne s'attendait pas à la voir car elle était partie s'occuper de ses enfants. Cependant, elle lui a rappelé que ce voyage n'était qu'une promenade pour elle avant de s'extasier sur le repas chez le vieil homme. Mari s'est vite réveillée et s'est jointe à elle car elle avait aussi trouvé la nourriture excellente. Kazuhiro a alors décidé de reprendre un jour de congé pour aller découvrir un établissement de bain ouvert le matin. Ridra et Mari ont immédiatement changé d'avis et lui ont dit que la journée serait consacrée à l'entraînement. Après qu'il ait demandé pourquoi, elles lui ont expliqué qu'un bain chaud après l'effort était ce qu'il y avait de mieux. De retour dans la ville de Kazuhiro le lendemain, le vieil homme les a appelés pour le petit déjeuner et leur a proposé sa voiture pour visiter. Ils ont dit vouloir d'abord aller au bain, mais alors qu'ils partaient, le vieil homme a pris Ridra et lui a dit de rester avec lui. Kazuhiro et Mari n'ont pu que la saluer et lui promettre de s'amuser pour elle. Plus tard, alors qu'ils s'inscrivaient à deux au bain, Ridra est apparue à la porte, comme si elle sortait d'un combat. Heureusement, la propriétaire aimait les chats et a fait une exception pour Ridra. Pendant que Mari et Ridra profitèrent du bain, des femmes âgées sont entrées en parlant le dialecte local, ce qui a intrigué Mari. En sortant du bain plus tard, elle a surpris Kazuhiro en lui parlant avec le dialecte local. Elle a expliqué que les femmes au bain le lui avaient appris et qu'elle s'était sentie intégrée. Ils sont rentrés prendre la voiture pour aller voir les cerisiers en fleurs et il l'a prise en photo après lui avoir expliqué le fonctionnement. Peu après, ils sont arrivés à un château et Mari a mentionné la présence d'esprits. Pendant qu'ils exploraient l'intérieur du château, Mari a fait peur à Kazuhiro en lui confiant son idée d'emporter des fusils dans l'autre monde, et Ridra, quant à elle, est tombée amoureuse des sabres. Kazuhiro a alors réalisé à quel point elle pouvait être dangereuse et les a éloignés des armes. Après avoir encore un peu exploré, ils sont allés manger et ont repensé à tout ce qui avait changé depuis son arrivée au Japon il y a un mois. Pendant qu'ils parlaient, sous les branches fleuries, les esprits des cerisiers se sont doucement agités, créant un moment vraiment propice pour que Kazuhiro et Mari s'embrassent tendrement. De retour chez eux, Kazuhiro était en pleine réflexion dans son bain lorsque Mari est venue le trouver pour discuter de ce qui s'était passé plus tôt, mais elle a hésité et s'apprêtait à s'enfuir. Kazuhiro l'a arrêté et lui a dit de continuer, alors elle lui a demandé s'il avait déjà embrassé quelqu'un et il a avoué qu'elle était la première. Elle a admis que c'était aussi sa première fois, puis s'est enfuie, le laissant tout rouge faire chauffer l'eau du bain. Mari est allé faire la vaisselle avec le vieil homme, qui l'a surprise en lui demandant s'il s'était passé quelque chose. Il a aussi demandé s'ils étaient amis d'enfance et Mari, troublée, a cherché comment expliquer sans parler de l'autre monde. Le vieil homme a coupé court à ses pensées en sortant un album photo pour lui montrer Kazuhiro quand il était enfant. Kazuhiro semblait très seul enfant et le vieil homme a dit qu'il n'aurait jamais cru le voir sourire un jour. Mari fut choquée par la différence entre son ancien et son nouveau lui, et le vieil homme l'a remercié, ajoutant qu'il pensait qu'elle était la raison pour laquelle Kazuhiro souriait. Alors qu'elle digérait tout ça, le vieil homme lui a dit de ne pas avoir peur de montrer qui elle est vraiment. Un esprit de cerisier est apparu, et ses oreilles sont redevenues celles d'une elfe. Il a ajouté que la vieillesse lui a appris à accepter les choses telles qu'elles sont et qu'il entendait les histoires de ses rêves avant que Kazuhiro ne grandisse. Mari a pleuré et l'a serré dans ses bras, et alors qu'ils regardèrent les photos, Kazuhiro est passé à remarquer ses oreilles et a paniqué. Il a tenté d'attirer son attention et ils ont ri de sa panique alors qu'ils se demandaient pourquoi ils agissaient comme s'il était le plus bizarre. Leur voyage s'est terminé et le vieil homme les a raccompagnés à la gare, disant à Kazuhiro qu'il pourrait reprendre son travail plus tard s'il le souhaitait. Dans le train, Kazuhiro s'est demandé ce que son grand-père savait vraiment. De retour en ville, ils se sont souhaités la bienvenue avant de rentrer main dans la main à l'appartement, se demandant ce qu'ils allaient manger.
Pensez-vous que Kazuhiro finira par prendre la relève de son grand-père à Aomori et s'installera là-bas avec Mari, ou bien est-ce que ces deux-là vont continuer à faire la navette entre les dimensions pour toujours?